Bonsoir, alors on en est au troisième invité du soir ici à l'IESA et ce qui est très sympathique c'est qu'on aborde finalement chaque fois un métier différent dans ce domaine de l'art. On a reçu Daniel Templon qui est galeriste, on a reçu déjà Simone Jamy qui est plutôt critique d'art et cette fois-ci nous avons un directeur artistique d'une foire de Paris, d'une des grandes foires qui s'appelle Art Paris, qui a lieu fin mars et début avril, donc du 30 mars au 2 avril. Alors bien évidemment, j'espère qu'on va vous donner envie d'y aller, envie d'aller voir l'originalité de cette année, puisque c'est un peu une réponse à la dernière invitation. Cette année, c'est l'Afrique qui sera présente sous la voûte du Grand Palais. Et surtout, vous vous rappelez peut-être pour ceux qui étaient là la dernière fois, la difficulté que l'on a à cerner cette scène artistique africaine, puisque c'est un immense continent et que ce n'est pas du tout la même chose au Maghreb ou en Afrique du Sud, les structures mêmes sont différentes. Alors donc on a la chance d'avoir le directeur artistique, Guillaume Piens, ici présent, qui parle un peu bas, donc on va lui demander de faire beaucoup d'efforts. Et tendez l'oreille et soyez assez silencieux pour le laisser parler parce qu'il faut s'exprimer dans une grande salle et qui va nous dire plein de choses intéressantes justement sur la constitution de ces invitations aux galeries africaines. La foire n'est pas que sur l'Afrique, on va parler beaucoup de l'Afrique, mais on parlera aussi des autres caractéristiques de cette foire parce qu'elle est différente de la FIAC, elle n'a rien à voir avec Paris Photo, même s'il y a des points communs, puisque Guillaume a déjà été directeur artistique de Paris Photo. Alors, comment devient-on directeur artistique d'une foire ? C'est pas banal quand même. Je sais pas en fait, j'ai pas de réponse, parce que j'ai un parcours qui est de toute façon un parcours qui n'est pas du tout ni linéaire ni attendu. J'ai même travaillé dans l'hôtellerie-restauration, donc, mais pour faire des choses artistiques, j'ai œuvré à l'Hôtel Scri pour lancer d'ailleurs avant tout le monde une communication culturelle et surtout un happening qui s'appelait 24 heures de luxe qui a défrayé la chronique parisienne en 99. Donc voilà, donc mon parcours il est pas... la seule chose c'est que j'ai toujours eu... j'ai la chance de naître dans une famille artistique où il y avait où l'art était quand même tout le temps abordé et du coup j'ai eu cette passion pour l'art dès le départ qui m'a toujours animé et voilà, c'est ça qui est important. En fait, c'est l'envie, la curiosité de découvrir aussi le monde de l'art et dans le bon sens du terme comme objet de connaissance du monde et pas comme un style de vie ou se faire un statut social. En fait, moi, cette question-là ne m'intéresse pas et c'est vrai que j'aime ce que je fais comme j'ai fait d'ailleurs même pour la FIAC ou pour Paris Photo et maintenant pour Art Paris, c'est de toujours avoir cet axe de découverte et de montrer d'autres choses et de sortir un peu du mainstream, en fait. C'est ça qui m'anime. Comment est-ce qu'on pourrait caractériser Art Paris, justement, par rapport aux autres foires parisiennes ? Alors... Parce qu'on a longtemps dit, c'était très facile et très simple de dire « c'est une foire plus classique, plus franco-française, plus simple peut-être dans son contenu. » Elle a bien changé, et se cherche parfois encore un peu. Oui, enfin, de moins en moins. Quand je fais un entretien de recrutement, aujourd'hui, les gens sont absolument capables on leur pose toujours la sacro-sainte question c'est quoi Art Paris par rapport à la FIAC ? Et les gens y répondent de plus en plus précisément. Donc, alors, c'est quoi la réponse ? Justement, la réponse, c'est que nous, on est... la FIAC est pour moi beaucoup plus... est beaucoup plus mainstream, déjà. Elle est beaucoup plus ancrée sur l'Ouest, c'est-à-dire les galeries américaines, les galeries anglo-saxonnes, alors que Art Paris, en fait, a pris... c'était un peu le démarrage de la reconstruction d'Art Paris quand je suis arrivé en 2012. Je me suis dit, puisque la FIAC va à l'Ouest, nous, on va aller à l'Est. Voilà, ça a été le début d'une stratégie qui nous a finalement fait en sorte d'inviter des pays. Donc on est allé d'abord vers l'Est, on a invité la Russie, après on a enchaîné sur la Chine, on a fait aussi Singapour et l'Asie du Sud-Est. Et l'année dernière, c'était un peu la conclusion, la Corée du Sud. Et voilà, donc on s'est dit, bon, maintenant c'est bien. Les gens ont compris que Art Paris cultivait sa différence, était une foire différente. Moi, j'ai un concept pour Art Paris que j'appelle
régionalisme cosmopolite, c'est très précis, c'est l'idée de dire qu'aujourd'hui beaucoup de foires se ressemblent, donc la question de l'identité est très importante, elle s'alimente aux mêmes galeries, aux mêmes artistes, et j'ai essayé de sortir des autoroutes de l'art pour emprunter les nationales et les départementales, et qui nous conduisent aussi dans les régions de l'Europe. Donc j'y tiens beaucoup, on va beaucoup à Munich, à Zurich, et aussi avec ce regard vers un ailleurs, puisque on ne voit pas d'artistes africains à la FIAC. Voilà, je trouve ça très intéressant qu'on ait un événement qui ne soit pas concurrent. Ce mot concurrent m'énerve, surtout que j'ai travaillé longtemps à la FIAC et pour Paris Photo, et que ça ne m'intéresse absolument pas d'être dans ce schéma que la presse souvent me simplifie. Voilà, simplifie, pratique, voilà, parce que bon voilà, moi ça m'intéresse pas en tout cas. Et ce que je trouve intéressant, c'est que nous on est un événement complémentaire, on est plus accessible, les prix sont moins chers à Art Paris, on est pédagogue, on développe beaucoup d'outils, que ce soit sur le site internet, vous pouvez faire des recherches à travers de filtres pour finalement sélectionner des œuvres, les origines, hors de prix. On travaille avec l'Observatoire de l'art contemporain pour faire des visites décryptage et non guidées, donc c'est vraiment des vraies visites qui permettent à des gens de découvrir ce qu'ils ne connaissent pas, parce que dans une foire on va toujours vers ce qu'on connaît, et ça a des très bons résultats d'ailleurs. Voilà, donc on a une identité aujourd'hui que les gens, de plus en plus, il y a de moins en moins de flou au niveau d'Art Paris, et Art Paris a beaucoup souffert d'un manque d'identité, parce qu'elle a beaucoup joué sur sa verrière, le Grand Palais qui est un lieu effectivement exceptionnel et magnifique, mais ça ne suffit pas, c'est-à-dire qu'il faut une âme derrière, et elle a d'abord été identifiable, parce que moi je l'ai connue quand j'étais à la FIAC, j'ai vu grandir à Paris, donc c'est assez ironique finalement les chemins de vie, et elle a été d'abord une anti-FIAC, après une double FIAC, et voilà, ça n'a pas donné grand-chose, et bon, peut-être que je suis très prétentieux, mais j'estime aujourd'hui que nous on fait un travail qui a une vraie direction, on prend des vrais risques, alors des fois on se plante, on se trompe, mais au moins on affirme quelque chose, voilà, on montre à Paris des gens qu'on ne voit pas ou peu, voilà, ça va être le cas hors des sentiers battus. Hors des sentiers battus, ce qui va être le cas de l'Afrique. Il y a beaucoup d'artistes importants que nous allons montrer pour la première fois en France. Des artistes qui viennent du Mozambique, qui viennent d'Angola, qui viennent d'Ouganda, qui viennent du Nigeria. Donc c'est pas des parties du monde qu'on a l'habitude de voir à Paris. Et c'est vrai qu'on sort un peu du prisme francophone, et c'est très bien. Alors comment est-ce qu'on fait quand on est directeur artistique d'une foire, qu'on a l'habitude de montrer plutôt les pays occidentaux, ou bien même les États-Unis ou les pays asiatiques dont on parlait tout à l'heure, pour aller en Afrique quand on ne connaît pas et qu'on n'a jamais exposé de galerie africaine? Comment est-ce qu'on les repère? Comment est-ce qu'on les identifie? Alors déjà, nous, la particularité d'avoir un axe thématique comme le nôtre, c'est que c'est un axe qui à la fois donne une colonne vertébrale à la foire, où d'ailleurs, c'est pas que les galeries qu'on sélectionne pour le focus africain, mais c'est tout un ensemble de galeries qui vont aussi montrer leurs artistes africains cette année. Donc c'est très intéressant parce que ça donne une véritable ligne de force. J'ai calculé qu'on avait une centaine d'artistes africains en fait montrés au total. Qui ne sont pas forcément ceux de galeries africaines. Non, parce qu'on a évidemment 20 galeries qui sont dans le focus africain et qui viennent du continent de la diaspora, et puis on a une quinzaine de galeries, et avec des choses extrêmement intéressantes que vous allez découvrir. Par exemple, je prends l'exemple, Huberti Buren, qui est spécialisé dans la bande dessinée, va montrer par exemple un artiste qui s'appelle Anton Kellmeyer, qui est montré par Jacques Schenman et Stevenson, et c'est quelqu'un qui s'exprime avec la bande dessinée et qui est vraiment un talent époustouflant et très connu ailleurs, sauf à Paris, ou en France j'allais dire, et donc il va être montré par cette galerie. Donc voilà un exemple que je trouve très intéressant. Quelles sont les galeries parisiennes qui montrent des artistes Nathalie africains? Obadia va montrer Seydou Keita, Daniel Templon va montrer Omar Ba, qui est un artiste sénégalais. Enfin voilà, il y a un ensemble, vous allez voir, il y a un ensemble de galeries qui vont montrer leurs artistes. Et puis, des galeries londoniennes. Et voilà, donc il y a les galeries londoniennes qui pour moi sont plutôt des galeries de la diaspora, parce que si on les analyse, il y a une galerie sud-africaine par exemple qui s'appelle Tyburn, qui s'est installée depuis 2 ans à Londres, et qui finalement s'est plutôt implantée à Londres. C'était l'objet d'une discussion avec elle en disant mais pourquoi tu as choisi Londres plutôt que Paris? Et effectivement, il considérait beaucoup d'artistes, enfin il y a aussi beaucoup de gens du Nigeria qui s'installent. Bon alors il y a des relations aussi avec le Commonwealth, et la langue, etc. Mais c'est vrai que pour eux, venir à Paris c'est plus compliqué, parce qu'ils ont l'impression que ici justement on regarde l'Afrique avec
avec une vision post-colonialiste encore. Peut-être post-colonialiste, mais surtout avec un certain temps de retard. C'est ce qui nous reproche beaucoup. Mais c'est peut-être aussi un héritage, parce que la France a une relation très très forte avec l'Afrique, ça c'est évident. Il y a aussi le récit du modernisme où on dit effectivement que tous les artistes contemporains importants regardaient à travers la stature africaine. Et il y a ce tropisme des collectionneurs d'art contemporain qu'on connaît tous, qui ont à la fois de l'art contemporain au mur et évidemment des statuettes africaines. Donc, alors, il y a quelque chose qui fige en fait. Et c'est vrai qu'on a du mal, mais je crois que c'est pas uniquement dans la culture. On a du mal à voir cette Afrique d'aujourd'hui. Il y a une Afrique, bon, il y a des guerres, il y a des famines, mais il y a une Afrique qui réussit aujourd'hui. Il y a même des avancées technologiques qui sont beaucoup plus importantes qu'ici. C'est-à-dire qu'il y a certains pays où les femmes gèrent leur compte en banque, font tous leurs paiements à partir de leur smartphone. Nous, on a encore des carnets de chèques en France. On est quand même pas très en avance pour certaines choses. Et donc, nous, on a envie de montrer cette Afrique qui aujourd'hui est une Afrique battante, qui a une fierté. Aussi, je peux citer Marie-Cécile Zinzou, qui a sa fondation à Cotonou. J'avais adoré à 1,54, qui est cet endroit, cette foire qui est importante pour découvrir l'art africain d'aujourd'hui, elle avait présenté sa collection à travers, donc il y avait des hashtags, des flashcodes, disons, coloriés. Et en fait, grâce à une tablette, les gens pouvaient découvrir en fait sa collection. Et c'est une façon de dire, au lieu de montrer ma collection sur les murs comme on le fait traditionnellement, moi je vous montre que l'Afrique a la technologie avancée pour montrer les choses autrement. Donc je repose ma question maintenant. Comment, en tant que directeur artistique, on repère justement ces galeries qui ne sont pas ni en France, ni en Angleterre, mais qui sont en Afrique même? Donc je reviens là-dessus, c'est effectivement on s'est associé avec une commissaire qui est Marianne Niemsi, qui est une experte de la scène, et c'est vrai qu'après on a effectivement déterminé tout de suite nos axes de voyage, nos axes de recherche. Elle a une connaissance qui fait que ça m'a permis d'aller aussi très vite, mais bon, c'est vrai qu'on a commencé notre voyage à 1,54, puisque c'était quand même, pour nous c'était un peu la Mecque, mais on est allé aussi à la Biennale de Dakar, parce que Dakar c'était très intéressant, il y a des nouveaux lieux à Dakar, comme cet espace curatorial qui s'appelle Draw Materials, qui est vraiment hyper avant-gardiste, qui est tenu par une commissaire qui a été longtemps à Berlin et qui est camerounaise d'origine. Et puis on est allé aussi en Afrique du Sud, il y avait Joburg Art Fair, qui est une des foires importantes pour aussi découvrir, Johannesburg, pour découvrir aussi, et puis on est allé jusqu'à Cape Town, parce qu'en Afrique du Sud, il y a effectivement une scène de galerie absolument éblouissante, des espaces à la new-yorkaise, et il y a aussi des fondations, il y a des résidences d'artistes, il y a tout un écosystème de l'art. Mais les galeries d'Afrique du Sud, on a tendance à les voir un peu partout maintenant. Elles viennent à la FIAC, elles viennent à Paris Photo, on les voit à Dubaï, on les voit ailleurs. Donc elles sont un petit peu plus repérées, on va dire, que certains pays dont je ne connais même pas le nom d'une seule galerie. Alors nous, par exemple, on a une galerie qui s'appelle AfriArt, qui vient d'Ouganda, qui est une très bonne galerie. Art21, qui est une des jeunes galeries de Lagos, et qui a un espace de 600 mètres carrés absolument éblouissant, qui peut rivaliser avec les espaces, les plus grandes galeries parisiennes, en termes de... Donc il y a tous ces nouveaux lieux qui se développent, qui sont absolument fascinants. Mais comment on les trouve alors? Est-ce que c'est par les artistes? Est-ce que c'est par cette conseillère que vous avez? C'est un ensemble de choses, Guy. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a quand on initie comme ça un travail, nous, c'est comme une cartographie. Voilà. Je peux prendre la notion de la cartographie, c'est important. Donc, il y a tous les recoupements sur les gens qui sont importants et les gens qu'on rencontre, un certain nombre de gens. Et c'est vrai qu'il y a des informations qui nous sont données. Et après, il y a aussi des informations qui sont confrontées avec ce qui se passe sur le territoire quand on y va. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à resserrer le fil des choses. Et c'est vrai qu'à Joburg, on a rencontré cette galerie angolaise Espaço Arte Luanda, donc j'ai la chance de parler un peu portugais, donc c'est vrai que ça a facilité les rencontres, parce que c'est vrai que c'est un monde lusophone, et donc c'est aussi une autre culture, voilà. Donc, et là, il y a eu une vraie rencontre avec ce galeriste qui a eu envie de venir à Paris. Alors, c'est vrai que ces galeries, je sais que je leur suis très reconnaissant, parce que c'est vrai
vrai, même en Afrique du Sud, la monnaie locale, le rand, est quand même une monnaie très faible par rapport à l'euro. Donc c'est vrai que toutes ces galeries font d'énormes efforts pour venir. Et c'est parce qu'elles ont compris d'abord elles ont bien aimé notre projet en fait. Parce que c'est important de revenir sur le fait qu'on est une foire généraliste d'art moderne et contemporain qui en fait met l'Afrique à l'honneur. Donc déjà, il y a une notion de prestige de l'Afrique à l'honneur au Grand Palais, c'est une notion qui est importante pour eux. Deux, le fait qu'on ne soit pas une foire spécialisée africaine, ça c'est très important parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui. Il y a des galeries, il y a des artistes qui demandent d'ailleurs, nous on a la chance d'avoir un Anna Tsui et qui va être présenté par October, mais Anna Tsui maintenant a exigé de sa galerie de ne plus être présenté dans les foires africaines, enfin spécialisées Afrique. Occidentales sur l'Afrique. Ils ne veulent plus être dans des foires niches ou ghettos qui traitent de l'Afrique. Voilà. Et il a accepté parce qu'il savait qu'on était une foire d'art moderne et contemporain. Et sinon, il n'aurait pas accepté. Et donc ça, c'est important parce que les galeries aussi, elles ont aimé notre décision avec la commissaire de ne pas les parquer. Il y a beaucoup de gens qui font des focus et alors ça réveille aussi des souvenirs de l'époque coloniale où il y avait le camp africain, etc. Pour certains, parce que on est sur un terrain très miné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et donc c'est vrai qu'il y a toutes ces foires, l'Armory a fait la même chose, ils les ont parqués dans un endroit et c'est vrai que ça les énerve d'être parqués alors qu'ils n'ont souvent rien à voir les uns avec les autres. C'est très important à dire parce que c'est vrai qu'on dit un artiste africain, mais un Angolais ne se sent pas comme un Marocain, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est important de le dire. Et aussi, ce qu'elles ont apprécié, c'est qu'elles vont être disséminées dans la foire et à part égale avec d'autres galeries occidentales. Voilà. Et ça, c'est très important comme geste. Tu parlais tout à l'heure de la difficulté financière que certaines vont rencontrer pour monter un stand à Paris. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas pu venir ? Et quel a été l'accueil d'ailleurs ? Nous, on a fait tout un travail qui leur permet pour certaines de venir. C'est-à-dire qu'on a un secteur qu'on appelle Promesse, qui est un secteur qui est soutenu par la foire. C'est-à-dire que 45% ou 50% du stand est payé par la foire. Donc c'était effectivement une façon de pouvoir accueillir certaines galeries qui n'auraient pas pu venir dans un stand au tarif normal au secteur général et dans le secteur général. Donc ça, c'est effectivement déjà une façon qu'on a eu de construire. Donc c'est vrai que dans Promesse, il y a 12 galeries et sur les 12 galeries, il y en a quand même 5 qui sont vraiment des galeries liées à l'Afrique. Voilà. Mais qui sont parmi les plus pointues parce qu'il y a Tiwani, qui est une des galeries, à mon avis, à Londres, qui est une des fers de lance de cette avant-garde aujourd'hui africaine, enfin de cette nouvelle garde africaine, j'allais dire. Et puis Tyburn, dont j'ai parlé, Cécile Fakouri, enfin c'est vraiment ce vivier de jeunes galeries qui aujourd'hui font la scène contemporaine. Tiwani, c'est intéressant, c'est une grecque orthodoxe née au Nigeria. Voilà, et puis son associée Eva était en France, donc c'est intéressant de sentir aujourd'hui aussi cette mixité et de voir que tous les artistes d'ailleurs qu'elle présente sont des gens qui effectivement n'arrêtent pas de franchir les frontières. Voilà. Ça c'est aussi c'est une génération très mobile. Est-ce que les galeries africaines ressemblent à nos galeries occidentales ? Est-ce qu'elles ont le même mode de fonctionnement ? Ou sont-elles différentes ? Si on a, en tout cas, du vue d'Afrique du Sud, elles ne sont pas très différentes de chez nous. Enfin, c'est des espaces absolument incroyables. Non, dans leur structure. Mais leur structure aussi, je veux dire, elles sont... Mais je ne parle pas que de l'Afrique du Sud, je parle de l'ensemble du continent africain. C'est difficile, je ne peux pas généraliser sur des situations qui sont très différentes en fonction des pays. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud a une très grande longueur d'avance et quand vous voyez les galeries à Cape Town ou à Johannesburg, voilà, on pourrait être à New York ou ailleurs, c'est exactement le même fonctionnement. Ils ont même des endroits où ils montrent de la vidéo, enfin c'est ultra pointu, ultra léché, enfin voilà, il n'y a rien à dire. Et puis après, il y a des pays où c'est plus compliqué, où c'est des fondations qui ont en même temps assument une partie commerciale et qui sont, je pense à la fondation Dongwani qui est à Abidjan et qui vraiment
agit comme un centre d'art privé, en fait, et qui s'associe avec une galerie, qui est une galerie d'ailleurs du Cameroun, qui s'appelle MAM, pour justement montrer leurs artistes, disons, dans les foires. Voilà, c'est à cette occasion Mais en Abidjan, ils ont un rôle vraiment ils remplissent tous les rôles que les États africains ne remplissent nullement, puisqu'il n'y a absolument aucun investissement, ou très peu, même en Afrique du Sud, il n'y a pas du tout d'aide aux galeries. Voilà, chacun donc moi, ça dépend de certaines situations. Au Maroc, c'est vrai qu'on se retrouve avec des galeries. Voilà, je trouve que le Sénégal, il y a beaucoup moins de galeries, ou il n'y en a presque pas d'ailleurs. Ça dépend Le Sénégal, ça ressemble des fois beaucoup à la France, quoi. Il y a des ministères, des associations, des subventions, enfin voilà. Mais il y a beaucoup moins ce dynamisme anglo-saxon qu'on retrouve ailleurs. Voilà. Après, il y a des gens qui sont admirables. Je connais cette galeriste, par exemple, First Floor, qui est à Harare, Valérie Kaplov, qui est d'origine russe et qui a une galerie, essaye de faire des choses et voyage quand même. Et voilà, je suis assez admiratif. Est-ce qu'à la foire, il y aura aussi des artistes qui vont faire le déplacement et qui vont venir? Oui. Il y a beaucoup d'artistes parce que, comme vous le savez, en fait, on a bien armé notre projet. C'est une très belle fusée, en fait. Et du coup, il y a le vernissage de la Galerie des Galeries. C'est une exposition, d'ailleurs, notre commissaire qui a été aussi recruté en cours de route par Galerie des Galeries. Donc, c'est intéressant de voir que... je suis très content parce qu'elle a fini nommée comme commissaire de Bamako. Donc, j'avais quand même du nez de la choisir il y a 2 ans. Donc, c'est bien. Et c'était une nouvelle fois... Pour moi, c'était d'abord une femme et une nouvelle voix sur l'Afrique. C'est vrai que elle s'exprime aussi, ou elle exprime aussi une autre vision de l'Afrique, qui est une vision non exotique, justement, et très proche de certaines réalités. Et voilà. Donc, on a donc la semaine même de Art Paris, il y aura le vernissage de Galerie des Galeries le 27 mars, il y aura celui de la Villette. Aux Galeries Lafayette, pour ceux qui ne connaissent pas. Ils font une énorme opération, elle s'appelle Africa Now, même dans les vitrines, donc c'est un gros projet. C'est pas que l'exposition. Mais il y a la Villette le 28 mars, le vernissage de l'exposition Afrique Capitale de Simon Djamy. Et le 29 mars, il y a Art Paris. Donc en fait, le fait qu'il y a tout ce qui se passe dans la même semaine, et puis nous on fait aussi cette journée hors les murs qui s'appelle Habiter la frontière, qui est une journée de rencontres et de débats à la colonie. Fait qu'il y a un énorme mouvement, il y a beaucoup d'artistes qui sont là. Beaucoup sont là en tout cas. Tout à l'heure, on parlait un petit peu de la constitution, de ce qu'on verrait dans Art Paris. On va voir aussi beaucoup de vidéos. Oui, on a eu une volonté puisque chaque année, on aime bien changer les règles du jeu en fonction de l'invité d'honneur. Et c'est vrai que cette année, on parlait de cette génération africaine trentenaire, qui d'ailleurs a une énorme sophistication visuelle et qui va bien au-delà des clichés sur la scène africaine, sur les scènes africaines, qui est la photographie studio et l'objet recyclé. Donc c'est vrai que c'est une génération qui manie très bien la vidéo, c'est un outil assez accessible. Il y a aussi des artistes qui travaillent avec la performance, qui font aussi des hybridations avec l'animation d'ailleurs. Donc il y a une artiste d'ailleurs, Jackie Karuti, qui vient du Kenya et dont vous pourrez découvrir en fait ces films animés qui sont magnifiques. Donc c'est intéressant ce programme vidéo, il s'articule autour des territoires du corps, justement pour montrer que un des axes thématiques de cette scène, de cette nouvelle scène africaine, c'est vraiment cette question du corps. Elle est vraiment centrale et justement, je disais tout à l'heure que cette question du corps, c'était lié aussi à cette quête de l'identité, de l'appartenance et cette question aussi des frontières, de la migration, sujet auquel tous ces artistes sont soumis en fait. Donc, mais dans la construction de ce programme, il y a des choses très très différentes. Il y a vous verrez une vidéo que j'aime beaucoup d'un artiste angolais qui s'appelle Binelde Ikam et ça s'appelle Comeback cette vidéo et on voit en fait c'est une très belle vidéo parce qu'on voit des enfants qui jouent en fait à Luanda sur une plage. En fait, c'est une baie qui en fait donne directement sur l'Amérique et ces enfants imaginent ce que serait leur vie s'ils étaient aux États-Unis et en fait ils le font avec au lieu de faire des châteaux de sable, ils ont créé une espèce de Cadillac en sable et ces enfants en fait jouent en même temps et s'imaginent leur vie de milliardaires américains et c'est un petit bijou. Voilà, ça c'est quelque chose de très qui m'a beaucoup touchée. Puis par exemple, il y a un autre artiste qui s'appelle Mo Moudissakeng qui
sera montré par cette galerie qui est très intéressante, qui s'appelle What If the World. Et Mohamed Issa Kang, c'est un artiste sud-africain qui parle aussi de cette violence de l'apartheid, parce que si on parle de l'Afrique du Sud, c'est là où ça se distingue des autres pays, c'est qu'ils ont connu donc l'apartheid et le post-apartheid, ce qui est quand même quelque chose de très particulier, très traumatique évidemment. Et lui, c'est un peu comme un healer, un guérisseur. C'est quelqu'un qui réexplore avec le corps, puisqu'il se sert de son corps, cette mémoire aussi de cette mémoire de souffrance, puisqu'il fait dans cette vidéo qui est très belle, qui est un peu magique et en mouvement, un mouvement très lent, il est vêtu d'un tablier blanc avec des machettes. Derrière lui, il y a une espèce de petites montagnes comme ça de charbon, et il vient justement, il parle d'une manière très symbolique de cette répression dans un lieu qui s'appelait l'EFA contre des mineurs, en fait, qui a été tout à fait sanglante, mais lui, quelque part, revient sur cette souffrance d'une manière assez incantatoire et pour la sublimer. Donc ça, c'est une vidéo que je trouve absolument magique. Donc Mohamed Issa Kang, voilà, ça, c'est de vous donner quelques exemples de ce que j'ai pu voir et en même temps collecter. Voilà. Est-ce que je voudrais reposer cette question que j'avais posée tout à l'heure, pardon, puisqu'on a fait déjà un petit entretien préalable. Voilà, du coup, l'invité du soir, on tombe. C'est pas grave, il n'ira pas plus bas, l'invité du soir est là, donc tout va bien. Non, tout à l'heure, je lui avais posé une question parce que, encore une fois, nous, on regarde ça d'un œil un peu novice, de loin. Est-ce qu'il y a des grandes caractéristiques de cet art, de ces arts africains? Est-ce que certains pays travaillent plus la photo, d'autres plus la sculpture? Est-ce qu'il y a des traditions ou des habitudes de travail locaux? Justement, il y a beaucoup d'artistes aussi qui... il y a cette notion d'hybridation qui est intéressante. Des artistes qui finalement vont... donc il y a une artiste qui sera d'ailleurs en solo show, qui s'appelle Billy Zangewa, une femme d'ailleurs, montrée par une galerie sud-africaine qui s'appelle Afronova, et qui est une galerie tenue par des Français exilés donc à Johannesburg. Donc c'est assez intéressant. Et en fait, Billy Zangewa, en fait, c'est quelqu'un qui travaille avec. Elle fait intervenir des petites mains parce que c'est un travail de broderie sur soie. Donc, ce sont des pièces qui prennent un certain temps et qui fait appel à ce savoir-faire traditionnel, en fait. Mais elle a en même temps étudié le cinéma. Donc, d'un seul coup, en fait, son iconographie est inspirée c'est comme des petites scénettes, en fait, qui mettent voilà, qui parlent de la vie quotidienne des femmes, aussi de sa vie de femme dans cet environnement. Donc c'est la façon dont elle se met aussi, puisqu'on la voit en fait, il y a des portraits d'elle aussi où elle est habillée voilà, d'une manière tout à fait urbaine, comme toute la jeunesse du monde s'habille, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est cette mutation de l'Afrique, c'est-à-dire que c'est devenu aussi une réalité des sociétés urbaines et qu'ils ont accès à plein de choses grâce à Internet et que voilà, il n'y a plus vraiment de décalage en termes de connaissances musicales, de mode, et c'est important de le dire. Donc ça, c'est... Voilà. Après, il y a un artiste ougandais qui aussi reprend ces notions d'assemblage, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que souvent, ils parlent de techniques traditionnelles, en fait, mais ils vont donner quelque chose, ils vont le réinterpréter avec un regard d'aujourd'hui, et pour que ça donne quelque chose de tout à fait différent. Voilà. Il y a un autre artiste, par exemple, qui s'appelle Serge Atouake-Cloté, qui est un Ghanéen, et qui d'ailleurs va être présent au salon, qui est montré par une galerie berlinoise, d'ailleurs KNIP, qui lui, par exemple, travaille avec la base de jerrycans recyclés. Voilà. Donc c'est un peu Azoumé, ouais, c'est un peu différent parce que Azoumé c'est plus cette notion du masque revisité, alors que lui, en fait, c'est plutôt, il est ghanéen, donc il serait plus un héritier de Ellen Sui, différemment. Mais par exemple, à travers le matériau qui est celui du jerrycan, c'est une façon de toucher aussi cette question surtout de parler des migrations des objets, c'est-à-dire que les jerrycans servent à tout et en fait sont réutilisés et transportent énormément de choses à travers les frontières parce que en fait c'est important de dire que l'Afrique c'est que nous la colonisation a fait qu'on a figé un état de l'Afrique, c'est-à-dire qu'on a des blocs, c'est-à-dire qu'on a le bloc francophone, le bloc anglophone et lusophone, et qu'en fait voilà, ce sont des pays aussi qui ont toujours eu des voies commerciales, qui ont une histoire, ils ont une histoire, c'est ce que montre d'ailleurs l'exposition de l'Afrique des routes, oui, et c'est important de le dire, justement, grâce à ça. Au Quai Branly, voilà. Allez voir cette exposition, voilà. Parce que justement, elle montre comment des objets, parce que tu parles de ça, du jerrycan, passent d'un état à l'autre
pour une raison pratique, de transport d'objets ou autre, et ensuite elle a une nouvelle vie, une nouvelle fonction et un nouveau sens dans un autre pays. Tout à fait. Ouais. Ça, ce sont des notions importantes, et justement, nous, c'est pour ça que notre projet, en fait, il va du Maghreb à l'Afrique du Sud, mais pas disons dans l'esprit d'amalgame, au contraire, c'est pour parler justement du fait que l'Afrique, il y a eu toujours ces routes ancestrales, et effectivement la colonisation a été une période noire, disons-le, et enfin sans jeu de mots. Ouais, et voilà, et donc du coup de barrière, ça quand même, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, quand on est au Sénégal, j'ai beaucoup parlé avec des Sénégalais en disant mais est-ce que vous avez des contacts avec l'Afrique anglophone? Non, ils sont obligés de prendre des fois l'avion à Paris pour revenir sur Johannesburg. Voilà, c'est quand même intéressant de voir cette géographie. Par contre, c'est sûr que le Nigeria bat avec une certaine puissance, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quelque chose, un substrat culturel, même si c'est un pays dont on parle souvent en termes négatifs, et parce que je pense qu'aussi c'est l'effet réducteur de voir ça de loin, parce que c'est un pays énorme, et que Lagos c'est aussi une ville, c'est une vraie ville, hein, et il se passe aussi, il y a des collectionneurs à Lagos, il y a beaucoup d'activités en ce moment, donc du coup, d'ailleurs je crois qu'ils ont essayé de lancer d'ailleurs une foire qui n'a pas eu trop de succès, mais il y a des foires qui vont se lancer, d'ailleurs un 54 s'implante à Marrakech l'année prochaine, donc ça montre bien qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en Afrique, et que voilà, qui va un peu à l'encontre de notre vision qui est un peu passéiste. Voilà. Quelle est la place de la photographie dans tous ces supports? Il y a de la photographie, mais elle n'est pas... ce sont des artistes, encore une fois, qui sont des artistes d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont polyvalents, et ils peuvent faire un jour une vidéo, le lendemain un dessin, et même mélanger les... Je pense, hier, j'étais à l'exposition de Myriam Mindou, par exemple, et elle me semble totalement, elle est franco-gabonaise, mais elle me semble totalement incarner cette agilité de l'artiste aujourd'hui, qui finalement va faire un dessin, ou va passer de la photo au dessin, etc., en fonction de son objectif. Donc il y a des gens qui sont très polyvalents en termes de création aujourd'hui. Donc oui, il y a des gens qui font de la photographie, on en verra d'ailleurs. Il y a cette franco-béninoise qui s'appelle Nomsa Leba, qui sera montrée par justement cette galerie de Lagos. Et je suis assez content parce qu'on a pas mal de femmes en fait, africaines. C'est-à-dire qu'il y a par exemple Tiwani qui montre Virginia Chiota, qui est une artiste vraiment qui a été repérée récemment, qui a été montrée au Havre dans cette exposition. Mais bon, j'ai parlé de Nomsa Leba, je parlerai aussi alors il y a des noms qui sont plus difficiles que d'autres, mais il y a une Nigériane qui est montrée par 50 Goldborn aussi, qui est très intéressante. Des fois, ils me rendent un peu dyslexique ces noms, mais voilà, en tout cas... Tu es passé par l'épreuve de la Chine et de la Corée, oui, donc ouais, ça doit aller là maintenant pour l'Afrique. Les Japonais sont été des bons maîtres à ce niveau-là. Mais bon, voilà, c'est effectivement un continent en devenir, et je pense, moi je suis très positive finalement sur ce qui va aujourd'hui, le mouvement qui est enclenché en fait. Alors pour terminer sur l'Afrique, avant de parler du reste de la foire, quelles sont les émotions, quels sont les souvenirs que tu auras ramenés de cette espèce de collecte dans tout ce continent? Ils sont multiples. Je pense que l'Afrique du Sud m'a beaucoup marqué. L'Afrique du Sud m'a beaucoup marqué parce qu'effectivement, c'est pas un pays comme les autres. Je suis allée voir le musée qui est donc dédié à l'apartheid et à l'esclavage à Cape Town. C'est vrai que quand on sort de là, c'est un moment assez douloureux. Je crois que j'étais vraiment... c'est un pays qui est très, très, très dur. Quand on arrive à Johannesburg, d'ailleurs on ne peut pas marcher dans la rue, enfin, on est obligé d'avoir un chauffeur. Il y a partout, tout est grillagé avec des barbelés, et partout il y a ces panneaux Armed Response, enfin, donc il y a vraiment cette peur de l'autre, donc les émotions, je les ai surtout connues, mais c'est vrai que la Biennale de Dakar, j'ai trouvé que c'était un très bel exploit qu'a fait Simon Djamil, parce que ça a été très compliqué, mais j'ai trouvé qu'il y avait effectivement aussi des choses très intéressantes, toutes ces nouvelles initiatives. En fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est ces nouvelles initiatives, parce qu'à Dakar, on a rencontré donc ces gens qui ont cette association qui s'appelle At Work, à qui la foire d'ailleurs a offert un stand. Ils vont montrer ce qu'ils appellent ces notebooks, qui sont en fait, c'est Moleskine qui les fournit, c'est la fondation qui est derrière, et qui finalement aide Simon Djamil qui anime ces workshops en fait dans différentes villes, à Kampala, au Caire, etc., et pour former des artistes, des apprentis artistes,
à acquérir des outils de la pensée critique. Voilà. Et c'est vraiment un projet que j'ai trouvé absolument passionnant, qui m'a vraiment profondément touchée, parce que j'ai trouvé que c'est là où on sentait vraiment aussi pour beaucoup de gens, ils sont aussi dans les sociétés traditionnelles, où on ne peut pas parler d'homosexualité, par exemple. Donc il y a tous ces jeunes qui se cherchent et qui ne peuvent pas parler de leurs problèmes. Et c'est vrai qu'à travers ces workshops, on les libère de ce carcan et donc du coup ils arrivent à penser par eux-mêmes et à développer une vision critique, et ça j'ai trouvé que c'était quelque chose de très intéressant qui était en train de se faire, voilà. Et donc vous pourrez voir par exemple sur ce stand ces notebooks de Moleskine, d'artistes, il y en a à peu près plus d'une vingtaine, et c'est quelque chose de très touchant, voilà. Vous invitez aussi des collectionneurs africains à venir ou à présenter? Alors on a beaucoup de gens qui viennent, parce que nous on a fait tout un travail de liaison avec des médias africains, il y a pas mal de gens qui viennent enfin c'est difficile de leur parler maintenant parce que ça va se passer sur la foire, mais je sais qu'il y a un très bon mouvement qui est en train de s'enclencher, donc je pense qu'on aura effectivement des collectionneurs, il y en a en tout cas aujourd'hui qui s'intéressent, il y a beaucoup de gens qui viennent de Londres, parce que c'est vrai qu'il y a une diaspora, si on parle de diaspora, il y a une diaspora africaine à Londres qui a vraiment de la puissance en fait, si on voit les Nigérians et bon, c'est vrai que les Sud-Africains, enfin, c'est vraiment une autre partie du monde. Et puis bon, ils sont liés à des pays où il y a du pétrole, des diamants, voilà. Donc il y a de l'argent. Et Londres aussi a tout fait pour attirer ces oligarchies internationales. Donc c'est un autre contexte aussi. Mais je pense que Paris, justement, ça va être intéressant parce que ça va peut-être actualiser cette image de l'Afrique et donner à des gens de l'extérieur de venir à nouveau à Paris pour aussi de parler de cette histoire en fait. Alors on disait à Paris, ce n'est pas que l'Afrique, il y a aussi d'autres galeries qui présentent tout autre chose. C'est quoi les grandes caractéristiques de ce qu'on va voir cette année? C'est très divers parce que nous on est très éclectique, parce que bon, c'est vrai qu'on a tout fait pour développer ces solo shows parce qu'on trouve que c'est aussi une façon de clarifier la foire, donc c'est tout un travail ça fait partie de ce travail de reconstruction que nous menons, mais on est très heureux d'accueillir la galerie Philippe Gravier avec un stand spectaculaire qui va être dédié à Sue Fujimoto, qui est ce designer avec des objets qui seront à la fois ni de l'architecture ni de l'art, mais qui seront entre tout ça, donc ça c'est voilà, des choses vraiment intéressantes à découvrir. Il y a beaucoup de galeries d'art moderne qui vont montrer des choses tout à fait intéressantes. Il y a des galeries d'art contemporain comme Juana Despuru, Nathalie Serroussi. Enfin, il y a vraiment des arrivées cette année qui sont tout à fait intéressantes. Alors, il y a aussi beaucoup d'artistes français qui sont à Art Paris, ça c'est bien de le dire. Et des galeries de province, de région. Moi, je suis très attachée justement à ce rapport aux régions. Et il y a à peu près 14 galeries de région. Et ça, je trouve qu'elles font un excellent travail. Donc, il n'y a pas de raison de les snobber. Et justement, je trouve que c'est intéressant qu'on ait des collaborations avec des galeries qui viennent de Lyon, de Nantes, enfin voilà, du territoire français, et on parle aussi de ces territoires européens. C'est vrai qu'il y a les galeries de Zurich, il y a les galeries de Munich, et voilà, c'est aussi tout le travail que nous faisons de maillage avec ces villes, des fois, qui sont des villes de taille moyenne, mais qui m'intéressent particulièrement parce que souvent les capitales, les gens sont trop soucieux des modes. Et dans les villes moyennes, ce que je trouve très intéressant, c'est que les gens d'abord travaillent ensemble, et donc il y a des fois une originalité, il y a un jus que je trouve très intéressant, voilà, et qui va à l'encontre aussi de cet affadissement du marché de l'art international qui est devenu une autoroute, et ça devient des fois très déprimant de trop voyager dans les foires. Ah, c'est sûr. Alors, surtout que les collectionneurs le font de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez cette habitude, mais aujourd'hui, quand on est un grand collectionneur et qu'on a un peu de temps pour soi, qu'est-ce qu'on fait? On va d'une foire à l'autre, on retrouve d'ailleurs toujours les mêmes personnes, les mêmes exposants, souvent les mêmes artistes, et c'est rassurant quelque part, puisqu'on voyage, on va à Singapour, on va à Dubaï, on va à Hong Kong, mais on retrouve pratiquement les mêmes. Donc là, c'est effectivement bien de cultiver sa différence. Dernière question avant de vous laisser, vous, la possibilité de poser des questions. C'est quoi le grand souhait pour Art Paris pour les prochaines années? Que ce soit surtout une foire de découverte. Voilà. Le souhait, le principal, c'est que ça reste un lieu où en fait on découvre des choses, et
une foire de passion, parce que je pense que lorsque malheureusement le marché de l'art est beaucoup trop dominé par la spéculation aujourd'hui financière, et enfin moi c'est ce que je pense, et je pense que la spéculation fait qu'on n'est pas dans une optique de découverte. Les gens veulent une signature et un coffre-fort, donc c'est pas du tout le même esprit, un placement, voilà. Et donc je trouve important que nous on essaye on verra si ça marche ou non, d'ailleurs j'ai aucune prétention là-dessus, mais au moins d'affirmer que voilà, on peut aussi découvrir les choses nouvelles, et de ne pas être dans ce côté aujourd'hui très formaté de l'art. Voilà. De toute façon, ce choix de l'Afrique devrait porter ses fruits, parce qu'on est tous en attente de voir tout ça. Ouais, voilà. Ok. Alors, à vous, si quelqu'un veut poser des questions et profiter de ce puits de science. Allez, dites-moi. Bonsoir, j'aimerais savoir quelle est la différence entre un directeur artistique et un commissaire d'exposition. Alors, je voudrais d'abord préciser mon titre, parce qu'en fait, Guy n'a vu que la partie artistique en moi, alors que j'ai un côté très prussien, en fait. Je m'appelle Guillaume, et donc je suis commissaire général. Ça veut dire qu'au niveau d'Art Paris, ça veut dire que j'ai à la fois une direction artistique, mais en même temps, je suis très soucieux que nos invités reçoivent leur badge VIP 2 mois et demi à l'avance, avec leur programme. Voilà. Valentine qui est là peut témoigner, et donc c'est vrai que je suis très à cheval sur l'organisation de la foire. Donc pour moi, être directeur artistique, c'est quelqu'un qui vient insuffler une vision. Donc c'est vrai que j'ai eu l'instinct de me dire il y a 2 ans il faut faire l'Afrique. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pour moi une combinaison de l'instinct et en même temps de l'information que je reçois, mais c'est les deux. Donc, et c'est surtout un commissaire d'exposition, c'est quelqu'un qui vient effectivement, qui a une vision, qui vient formuler une vision, mais en tant que commissaire général, parce que je voudrais juste parler de ce que je suis par rapport à vous, en fait, et de ce que je fais réellement. C'est vrai que mon travail, il est divisé en deux. C'est-à-dire qu'à la fois, j'ai ce côté de direction artistique, je choisis le pays d'invité d'honneur, la commissaire, je fais quand même effectivement beaucoup de travail auprès des galeries pour m'enseigner quel est l'artiste qu'il faudrait mettre en avant, etc. Et de l'autre côté, un travail très concret de management et d'organisation. Je suis très à cheval sur l'organisation. J'ai été formée à l'hôtellerie d'ailleurs, donc j'ai une notion pour moi les galeries sont des clients. Je trouve qu'il y a une perte dans le milieu de l'art de ce que c'est qu'un client, parce que voilà, il y a trop de gens qui jouent les stars en fait, et je trouve qu'il faut justement, j'aime bien dans l'hôtellerie, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le travail en équipe. On est tous sur un même bateau, et cette façon de s'effacer des fois devant le client, et c'est très important de le comprendre, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient que le côté affriolant du milieu de l'art et les paillettes, mais c'est très important d'être, quand je dis à des clients de venir de très loin, et je leur dis vous verrez, vous allez rencontrer des nouveaux collectionneurs, ça va être intéressant d'être à Paris, je me dois de faire en sorte que toutes mes promesses soient réalisées, voilà. Et ça c'est très important, et c'est quelque chose qui me quand un client me dit, un galeriste me dit je n'ai pas vendu, en fait c'est ce qui me touche le plus par rapport à quelqu'un qui me dit génial, je suis très content du salon, mais c'est vrai en fait. Voilà. Autre question? Cette année n'a pas encore eu, mais est-ce que vous avez déjà des idées pour l'année prochaine? Ah bah oui, j'en manque pas d'idées. Donc j'en ai une, mais je ne voudrais pas l'annoncer maintenant officiellement. Mais effectivement, j'ai déjà posé la question. Hein. Enfin Guy, c'est un insider, donc c'est déjà. Mais bon, évidemment, je vais chercher vers un autre gisement aujourd'hui, vers lequel beaucoup de gens se tournent. L'idée d'être toujours effectivement mobile et à l'affût de ce qui vient en fait. Voilà. Autre question pour ceux qui vont à la foire régulièrement et qui voient comment ça se passe? Non, tout semble simple. Est-ce que vous faites beaucoup de concessions? Bah oui, comme tout le monde dans la vie, il faut savoir en faire, mais jamais au détriment de... Enfin, il y a toujours... oui, les concessions, il faut savoir en faire, hein, sinon il faut mieux changer de métier, sinon. Voilà, mais sinon, effectivement, il y a des concessions qu'on fait, mais pas à n'importe quel prix. En tout cas, j'ai jamais vendu mon âme, et ça tout le monde le sait, donc j'ai refusé d'une stratégie que Reed a essayé de me faire passer en force au retour de mes vacances pour Paris Photo. J'ai effectivement refusé, ce qui m'a valu d'être démissionné, et je connais pas beaucoup de gens ici, dans mon entourage, qui ont accepté de perdre leur emploi pour une divergence de vue au niveau de la stratégie. Voilà. Enfin, je crois que quand on fait ce geste-là, c'est un geste très fort. Voilà. Est-ce que vous avez
reçu beaucoup de refus de la part des galeries américaines? Non, c'est pas des refus que j'ai reçus, mais il y a des galeries, des impossibilités. C'est que financièrement, elles ne peuvent pas. Elles auraient voulu venir, mais... Sinon, personne ne vous a dit non, ça ne m'intéresse pas. Non, parce qu'ils ont trouvé que le projet était... Enfin, effectivement, ils ont vu qu'on avait une démarche très professionnelle. C'est important de le dire, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intronisent directeur de foire, mais ça ne suit pas derrière. Donc les galeries, elles sont un peu méfiantes aussi, parce que, voilà. Donc elles voient très bien que nous, on est arrivés 2 ans à l'avance. Effectivement, l'anticipation ça c'est aussi une leçon que je peux vous dire, c'est que quand vous arrivez 2 ans à l'avance en disant, voilà, le projet est ceci, avec le commissaire qui est nommé, qui est avec vous, et que vous vous déplacez, que vous avez les documents bien faits, etc. Ça, c'est tout le... Enfin, c'est aussi tout le professionnalisme que j'ai appris d'ailleurs grâce à RID. C'est aussi en faisant Paris Photo, puisque j'ai développé des thématiques qui ont été très réussies, comme celle du Japon, de la photographie arabe iranienne avant tout le monde d'ailleurs, qui m'a valu beaucoup de critiques des Américains d'ailleurs. Et puis aussi l'Europe centrale par exemple. Donc j'ai toujours été quelqu'un qui a j'ai acquis, disons, maintenant un savoir-faire, de savoir comment conquérir une place à un pays. C'est-à-dire que effectivement j'ai une méthode extrêmement huilée sur la façon de cartographier un pays et d'y arriver. Bon, ça c'est l'expérience, et plus on a l'habitude de se déployer comme ça, plus on a l'habitude de prendre très vite le terrain. Voilà. Et en même temps, par rapport à vous aussi, je suis aidée, le fait que je sois trilingue, espagnol, anglais et français, est finalement une arme aussi assez redoutable. C'est quand vous parlez espagnol ou portugais, déjà, les gens vous regardent aussi d'autres manières. Donc c'est vrai que les langues, dans le métier que nous faisons, sont extrêmement importantes. C'est plus vous allez parler de langue, plus ça va être... voilà. Et c'est vrai qu'aussi... Peut-être grâce à cette expérience du Japon, où je me suis conformée à devenir japonais, voilà. Je suis devenu coréen, et chaque année, les gens ont l'impression que je change complètement en fonction que je m'adapte totalement à la culture. Voilà. Donc du coup, ils sont très touchés. C'est vrai qu'en Corée, ils ont vu que je faisais cet effort d'aller vers eux, de faire un pas vers eux, et ça, c'est très important. Être très précis sur les choses. En Japon, la première arme aussi qui m'a beaucoup servi, c'est que j'ai été intransigeant sur l'orthographe des noms d'artistes japonais. Toutes les galeries japonaises dans lesquelles je suis arrivée m'ont dit « Mais c'est incroyable, votre enveloppe, il n'y a aucune faute. » J'avais fait venir des boîtes de chocolat, pour faire les cadeaux, avec le catalogue Paris Photo, parce que quand je suis arrivée au Japon c'était avant 2008, Paris n'était absolument pas la capitale où il avait envie de se positionner. Tout le monde parlait de Berlin, de New York, et même pour une galerie japonaise, Paris ne faisait absolument pas rêver. C'est important de se rendre compte que voilà, on n'est pas toujours le centre du monde. Et ils ont apprécié, loin de là, ils ont apprécié le fait que d'abord j'arrive et que je leur donne effectivement et ils m'ont dit, la première chose que les Japonais m'ont dit, mais vous ne faites pas d'erreur sur les noms des artistes japonais. Parce que pour un Japonais, la précision, c'est central. Donc, et le fait d'être précis et de rentrer dans la précision, c'était... des fois, je me suis révoltée, hein, d'ailleurs, parce qu'ils deviennent obsessionnels, des fois, d'une manière hallucinante. Mais bon, c'est-à-dire que je me souviens que Paris Photo était important parce que j'ai réussi à faire déplacer les éditeurs de livres japonais qui n'étaient jamais sortis du Japon. Et ils n'avaient même pas de carte de crédit internationale. C'est-à-dire qu'on a dû trouver une antenne de la branch de Bank of Tokyo, je sais pas quoi. J'ai fait venir une traductrice que j'ai débauchée qui travaille beaucoup pour Ariane Yushkin, qui est une des meilleures traductrices de japonais, pour accompagner ce groupe de japonais, parce qu'on m'avait dit, les japonais, s'ils ne peuvent pas communiquer, ils rentrent en dépression nerveuse, ce qui est tout à fait vrai à l'étranger. Donc voilà, c'est aussi cette intelligence, j'allais dire, de connaître l'autre et s'adapter. C'est vrai que pour l'Afrique, j'ai dû faire très attention. Le langage est ultra miné. C'est-à-dire qu'en Afrique du Sud, un exemple, j'étais avec ma commissaire, on découvre un groupe de filles qui ont un collectif et gentiment ma commissaire, pensant faire plaisir à ce groupe, met un post Instagram en disant voilà, elle fait une faute sur un nom d'orthographe. Elle a reçu un mail incendiaire d'une des artistes en disant vous êtes comme ces blancs qui ne savent pas orthographier notre nom, etc. Donc on ne se rend pas compte, mais il y a des choses qu'on peut dire qui peuvent devenir absolument explosives. Donc c'est vrai qu'il faut avoir cette habilité de se mettre en retrait et de changer son vocabulaire et de faire attention à ce qu'on dit et ce qu'on fait. Voilà. Comment vous qualifierez le marché de l'Amérique latine, en parlant de... Il est très intéressant.
Mexique, Argentine, enfin ces pays où il y a... C'est un des gisements, après l'Afrique, effectivement, qui est un des gisements aujourd'hui les plus... je parle comme côté pétrolier, mais c'est effectivement, pour moi, un des continents qui est le plus prometteur aussi. Super. Merci alors de votre Merci attention. à vous, le vendredi Merci soir. Guillaume d'avoir été...